Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, comme prévu, sera consacrée à la correction d'un examen d'audit daté de 2017, donc en licence de gestion matière audit. Avant de commencer la correction, j'aimerais vous faire ou vous communiquer quelques astuces quand vous avez un examen en main et notamment en matière d'audit, d'accord? Donc première astuce, c'est lecture en diagonale de tout l'examen. Donc il faut revenir à l'examen et le lire en diagonale. Quand je dis lecture en diagonale, ça veut dire, je vais pas lire mot par mot, mais je vais lire brièvement, jeter un coup d'œil rapidement sur les cas que j'ai au niveau de mon examen. Donc cas numéro 1, donc automatiquement, j'ai des tâches qui sont citées, donc on va parler de contrôle interne. J'ai 3 questions pour le premier cas. Pour, le deuxième cas, ou le cas numéro 2, donc ça sera le contrôle des comptes. Donc ça commence la première page ici, donc poste matériel informatique et cetera. Donc j'ai la suite des données et j'ai des 3 questions, pour ce cas numéro 2 et j'ai 3 questions de cours. D'accord? Donc ça, c'est une lecture très rapide. Ensuite, je vous recommande comme deuxième astuce de commencer toujours par les questions de cours. Déjà au niveau de notre cas, regardez, les questions de cours sont sur 6 points. Ça signifie que c'est pratiquement 2 points pour chaque question. Donc 2, ça fait 6 points. Donc je vous recommande de commencer par les questions de cours qui sont généralement des questions très abordables. Donc si vous avez assimilé votre cours, vous êtes amené et vous êtes certainement capable de répondre à ces questions, donc garantie des 6 points déjà. Et puis, autre élément au niveau des questions, de cours, il faut répondre par les mots-clés. Donc il faut pas rédiger, donc c'est pas de la production écrite, mais ça va être soit des définitions, soit des éléments à expliquer, mais en utilisant des mots-clés. Donc le correcteur, quand il voit ces mots-clés, il comprend parfaitement que l'étudiant assimile, cet élément ou cette, question de cours. Donc ça, concernant les questions de cours, troisième astuce, il faut traiter les études de cas par la suite, après les questions de cours. Donc pourquoi? Parce que les questions ou les études de cas nécessitent un temps de réflexion beaucoup plus important. Il faut se concentrer davantage ou faire des calculs, donc ça prend du temps. Donc il faut déjà libérer les questions de cours et par la suite aborder les études de cas. Quatrième astuce, organisez vos réponses. Ça aide beaucoup à fixer vos points de réponse. Donc, il faut respecter la numérotation par rapport à l'examen. Quand vous répondez par rapport à une question, il faut indiquer le numéro de la question à laquelle vous répondez. Ça, c'est très important. Parce que vous savez, quand on établit un examen, on établit en parallèle un barème. Et bien, ce barème, il est proportionnel, il est applicable à chaque réponse. Donc, il faut distinguer vos réponses comme ça, on attribue la bonne note à la bonne réponse. Et puis cinquième question, faites attention à gérer votre temps. Quand je dis gestion du temps, c'est en matière, de gestion de brouillon aussi, hein. Il y a des choses que vous n'avez pas, besoin d'inscrire sur votre brouillon avant de mettre au propre, donc il faut aller directement au propre par rapport aux questions de cours, par exemple. J'ai pas besoin de brouillon. Comme je vous ai dit, il faut utiliser des mots-clés. En termes de gestion de temps, les calculs, j'ai la machine à calculer, à côté, à disponibilité, donc j'ai pas besoin de faire les calculs dans le brouillon. Je peux procéder au calcul directement, sur la feuille de réponse. Donc ça, c'était des astuces, d'ordre général. Par la suite, je vais vous donner d'autres astuces au fur et à mesure, qu'on va, corriger notre examen. Donc, comme déjà recommandé, je vais commencer par les questions de cours. Je reviens à mon examen. Donc, regardez avec moi. J'ai 3 questions. Première question, préciser les procédures à suivre pour la circularisation d'un tiers. Deuxième, comment un auditeur peut-il s'assurer de la coupure des exercices? Troisième question, citer 4 situations où la norme d'indépendance ne sera pas respectée, dans le cadre d'audit. Donc, je vais commencer par la première question. Procédure à suivre pour la circularisation d'un tiers. L'astuce pour répondre à cette question, il faut utiliser des puces ou une liste, d'accord, sous forme de liste. Soit mettre 1, 2, 3, 4, etc., soit mettre des tirets. Donc, c'est pour expliquer la procédure, parce que la procédure, c'est des étapes. Nous avons déjà vu ce que c'est qu'une procédure en matière de contrôle interne ou un processus, c'est généralement des étapes.
Quand je dis étape, c'est de tirer à définir. Donc, circularisation d'un tiers, je rappelle, donc en même temps, on va répondre au cas, en même temps, je vous fais un petit rappel, d'accord? Circularisation d'un tiers, ce qu'on appelle aussi la confirmation directe des tiers, donc elle a deux appellations, confirmation ou bien circularisation. Ça signifie quoi? Ça signifie que je prends contact avec quelques partenaires, quelques tiers avec lesquels l'entreprise travaille pour valider certains comptes liés à ces tiers. Par exemple, quand je dis les tiers de l'entreprise, il peut s'agir des clients. Eh bien, je peux valider un compte d'un client particulier au niveau de la comptabilité de l'entreprise que j'audite, justement par simple confirmation de ce client même. Parce que n'oubliez pas que la finalité de l'auditeur, c'est refléter l'image fidèle et assurer la sincérité des comptes. Donc, autrement dit, je protège les créanciers et je donne une image fidèle aux actionnaires ou aux investisseurs. Donc, si j'ai la confirmation du client qui est le créancier de l'entreprise, j'ai la confirmation du solde déjà inscrit dans la comptabilité de l'entreprise, ça y est, j'ai pas de problème. C'est une méthode rapide de valider les comptes. C'est ce qu'on appelle la confirmation directe, d'accord? C'est parce qu'on fait un gain de temps énorme. On n'a pas besoin de faire l'analyse, de faire les tests de réalité, de vérifier les factures clients, etc. Non, pas besoin, parce que déjà le client confirme que effectivement le solde il est le même que celui communiqué par l'entreprise. Donc ça, c'était la définition, petit rappel de la confirmation ou de la circularisation des tiers. Donc on peut avoir la circularisation des clients, comme j'ai dit, des fournisseurs, des compagnies d'assurance, de la banque aussi, pour valider le solde au niveau du poste 514, le solde banque, donc les avocats aussi, etc. Donc, pour les procédures à suivre, premier élément, c'est qu'on va choisir, première procédure, première étape, on va choisir l'élément à confirmer. Ça veut dire quel est l'élément que je veux confirmer. Est-ce qu'il s'agit du compte 3421 client, je dis n'importe quoi, client Ahmed par exemple, ou bien est-ce qu'il s'agit du compte client Rachid, ou bien est-ce qu'il s'agit du compte client X, etc. N'est-ce pas? Choix de l'élément à confirmer. Deuxième étape, je sélectionne les tiers à circulariser. D'accord? Parce que quand je prends le compte 3421 qui est le compte client, eh bien, je suis tenue de faire une sélection. J'ai un compte 3421 qui comprend plusieurs clients. Imaginez une entreprise qui opère avec 1000 clients. Je ne peux pas faire la circularisation de 1000 clients. Je ne peux pas envoyer 1000 lettres de circularisation. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une sélection donc des tiers à contacter. Je prends le compte 3421. Généralement, la sélection se fait selon le critère de montant, donc de l'importance du montant. Je prends le 3421, je prends le détail, donc quand je prends tous les clients, toutes les créances clients de ce compte et je les classe par ordre décroissant. Et je prends bien sûr les clients ou les créances clients qui représentent la part la plus importante du compte 3421. Je vais sélectionner 3, 4 créances clients, donc 3, 4 clients qui représentent la majorité du solde créance. Donc cette sélection, elle est importante pour justement limiter donc les tiers à circulariser. Troisième étape, je prépare et je rédige les lettres. Donc la lettre de circularisation, c'est une lettre où on retrouve donc la lettre, elle est avec une en-tête de l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui va adresser la lettre au tiers, mais bien sûr en mentionnant que c'est à la demande du commissaire aux comptes ou bien à la demande de l'auditeur. Dans la lettre, je vais retrouver nous sous-signer l'entreprise X, dirigeant de l'entreprise X, nous demandons s'il vous plaît, la confirmation du solde de votre entreprise chez nous, donc au titre de l'exercice 2019, et ce, à la demande de notre auditeur qui mène justement une mission d'audit comptable et financier au titre de cet exercice. Donc, c'est une lettre qu'on rédige. Généralement, l'auditeur, il transmet le modèle de la lettre à l'entreprise et l'entreprise imprime cette lettre avec son en-tête et la fait signer par le directeur général de l'entreprise. Ensuite,
après l'accord de la direction de l'entreprise auditée, eh bien, les lettres sont envoyées au tiers qu'on a choisi de contacter. Eh bien, l'envoi peut se faire soit par fax, tous les modes que vous connaissez, par courrier, par mail, etc. Le moyen le plus rapide et le plus pratiqué, c'est le fax, parce que le fax, il est très rapide. Ou bien, on va scanner la lettre et on va l'envoyer par mail. D'accord? C'est les modes les plus rapides. Une fois qu'on a envoyé les lettres, on va attendre les réponses et on fait ce qu'on appelle le dépouillement des réponses. Ça veut dire qu'on va attendre la réception et on va classer les réponses qu'on a reçues. On va mettre, voilà les lettres que j'ai envoyées, voilà les tiers que j'ai contactés, voilà les réponses que j'ai reçues, voilà les lettres auxquelles j'ai pas eu de réponse. D'accord? Je fais un petit dépouillement, un recensement ou un classement de mes lettres. Ensuite, ça veut dire que en cas de non-réponse, je suis tenue de relancer. Ça veut dire que je prends contact avec le tiers par téléphone, par exemple. S'il vous plaît, je vous ai envoyé la lettre en date du mercredi 2 juin, etc. Merci de m'envoyer votre réponse dans les plus brefs délais parce que l'auditeur en a besoin pour mener sa mission. D'accord? Si je reçois eh bien, la réponse, si la réponse ou le solde confirmé par le tiers correspond au solde comptable chez l'entreprise, eh bien, il n'y a aucun problème, j'ai bel et bien validé le compte de ce client. Donc, j'ai pas de problème. Par contre, si la confirmation du tiers comprend un solde qui est différent du solde comptable chez l'entreprise, ça signifie qu'il y a un problème. Soit qu'il y a une erreur au niveau de l'entreprise, soit il y a une erreur au niveau du client ou du tiers, d'accord? Donc, la non-concordance des deux montants, ça pousse l'auditeur à procéder autrement. Il n'a pas moyen de valider le compte, il va procéder autrement, soit à travers le test de réalité, ça veut dire qu'il va demander la totalité des factures chez l'entreprise, soit il va faire de la revue analytique. En tout cas, la circularisation ne l'a pas aidé à faire le contrôle des comptes, donc il va utiliser une autre technique, d'accord? Ce qu'on appelle procédure alternative, ça veut dire un autre moyen. Et finalement, l'auditeur pardon, établit une note de synthèse relative à cette circularisation. D'accord? Il fait une note de synthèse, voilà ce qu'on a fait, voilà les lettres qu'on a envoyées, voilà les tiers qu'on a contactés, voilà les réponses qu'on a reçues, voilà les écarts qu'on a obtenus, et voilà les procédures alternatives qu'on a utilisées, etc. D'accord? Donc ça, c'était la réponse à la première question. Deuxième question, on va aller revoir pour la lire. Deuxième question, comment un auditeur peut-il s'assurer de la coupure des exercices comptables? Comment l'auditeur peut-il s'assurer de la coupure des exercices comptables? Faites attention quand vous lisez les questions parce que ça vous permet de bien savoir à quoi s'attend le correcteur. Donc il faut cibler, comme ça vous allez présenter une réponse correcte. Très souvent, on reçoit des réponses qui sont hors sujet, qui n'ont rien à voir avec tout simplement parce que vous avez mal lu la question. Donc dans notre question, il y avait qu'est-ce que l'auditeur peut faire pour s'assurer que justement il y a coupure d'exercice? Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que de quelle coupure on parle? Eh bien, quand on parle de coupure des exercices comptables, on parle également de spécialisation des exercices, ou bien ce qu'on appelle aussi la séparation des exercices, ce qu'on appelle également l'indépendance des exercices. Ça, c'est un principe comptable que vous connaissez, d'accord? Donc ça, c'est un principe très connu donc, dans le Code général de normalisation comptable. Eh bien, il faut comprendre qu'on parle de ça. Maintenant, une fois qu'on a compris de quoi on parle, on vous dit comment l'auditeur peut s'assurer justement du respect de cette coupure, du respect de cette norme comptable. D'accord? Donc, d'abord, vous pouvez, dans votre réponse, définir brièvement de quoi il s'agit quand on parle de coupure d'exercice. Ça va donner une idée à votre correcteur que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Et finalement, citer l'astuce, c'est il faut citer la technique de l'auditeur qu'il va utiliser pour justement s'assurer de la spécialisation des exercices. Une technique très connue que je vais vous présenter. Donc d'abord, le principe d'indépendance des exercices, vous connaissez, c'est un principe comptable, c'est un pilier de la sincérité des comptes. Il signifie que chaque exercice doit
supporter ou doit enregistrer les charges et les produits qui le concernent. Je ne peux pas imputer une charge de l'exercice antérieur à l'exercice en question et je ne peux pas enregistrer un produit de l'exercice suivant et l'imputer à l'exercice en cours. Donc chaque exercice supporte ses produits, ses propres produits et ses propres charges. Une fois que j'ai défini le principe d'indépendance ou le principe de coupure des exercices, maintenant je vais expliquer comment l'auditeur ou quelle technique l'auditeur peut-il utiliser pour justement vérifier qu'il y a indépendance et qu'il y a coupure des exercices dans la comptabilité de l'entreprise auditée. Eh bien, l'auditeur doit utiliser la technique du CATAF. Donc, CATAF, c'est une technique utilisée pour s'assurer de l'indépendance. Ça signifie quoi? Ça consiste à rapprocher les factures et les bons de livraison ou ce qu'on appelle aussi les bons de réception. Généralement, on prend les dernières opérations de vente ou d'achat effectuées à la fin de l'exercice et on prend les opérations d'achat ou de vente effectuées au début de l'exercice suivant. Et on s'assure que en rapprochant les factures avec les bons de livraison. Parce que si j'ai un bon de livraison j'ai une facture qui date de décembre 2019. Donc, vous allez me dire, OK, la facture d'achat concerne 2019, je vais la comptabiliser en 2019. Mais si je vous dis que le bon de livraison correspondant à cette facture, c'est un bon de livraison qui n'a été effectué qu'en 2020. Ça veut dire que la livraison réelle des marchandises n'a été faite qu'en 2020. Eh bien, dans ce cas, il faut rectifier votre comptabilité. Eh bien, le montant de cette facture ne doit pas être imputé à 2019, il doit être imputé à 2020. D'accord? Par respect du principe de séparation. Donc, on doit absolument s'assurer de la livraison, du transfert de propriété. La livraison, c'est le fait générateur pour justement imputer un produit ou une charge. Donc, l'auditeur doit s'assurer également, surtout des exercices de clôture, les exercices de fin d'exercice. Vous vous rappelez en comptabilité générale, en matière de travaux d'inventaire, vous avez vu la régularisation des produits et des charges. Et c'est ça ce que fait l'auditeur. Il vérifie justement les écritures de régularisation des produits et des charges. Quand je dis régularisation, je parle des charges constatées d'avance, des produits constatés d'avance, n'est-ce pas? Je parle également des charges à payer ou des produits à recevoir. Donc, c'est ce qu'on appelle les comptes de régularisation. Donc, ça aussi, c'est un élément que l'auditeur doit vérifier au moment de sa mission d'audit ou au moment de son contrôle des comptes pour vérifier justement le principe de coupure des exercices comptables. D'accord? Donc, je rappelle l'astuce, il faut comprendre, définir le principe de coupure, il faut citer la technique utilisée, notamment la vérification des écritures d'inventaire en matière de régularisation des produits et des charges, et faire un test de CATAF pour rapprocher les factures et les bons de livraison entre la fin d'exercice et le début de l'exercice suivant. Troisième question, eh bien, on va revenir à la question pour la lire ensemble. On vous dit, citez 4 situations où la norme d'indépendance ne sera pas respectée. Citez 4 situations où la norme d'indépendance ne sera pas respectée. Faites attention, ne mélangez pas les éléments. Là, l'indépendance dont on parle de la norme d'indépendance liée à la personne de l'auditeur. D'accord? On ne parle pas de l'indépendance comme principe comptable qu'on vient de voir. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Quand on vous dit norme d'indépendance, donc j'ai pas dit principe, parce que l'indépendance ou la coupure qu'on vient de voir, c'est un principe comptable. Par contre, la norme d'indépendance, on parle de la norme liée à la personne de l'auditeur. Vous vous rappelez la première norme qu'on a vue ensemble, qui est liée à la personne de l'auditeur, c'est la norme d'indépendance. On a dit il faut absolument que l'auditeur soit indépendant par rapport à l'entreprise qu'il va auditer. Et en matière d'indépendance, on a évoqué le mot-clé qui est l'incompatibilité. Incompatibilité, d'accord? Incompatibilité de la mission d'auditeur avec d'autres missions ou d'autres statuts. Eh bien, astuce, donc il faut définir il faut dire que l'indépendance c'est une norme liée à la personne de l'auditeur qu'il faut absolument respecter, d'accord? Deuxième, on va citer les incompatibilités parce que les 4 situations qu'on vous demande dans la question, on parle justement des incompatibilités en matière d'indépendance. Vous vous rappelez en matière d'incompatibilité, on a dit que l'auditeur ne peut pas être
donc, on ne peut pas avoir un lien familial avec l'entreprise qui l'audite. L'auditeur, imaginons que l'auditeur, c'est le fils du directeur général de l'entreprise, que l'auditeur est le frère du DG. Donc ça, c'est inconcevable parce que certainement, il ne va pas être objectif à 100%, n'est-ce pas? Il y a un risque de détourner les éléments, de détourner le contrôle en faveur du membre de la famille. Donc, première situation, lien de famille à éviter. Donc, c'est une incompatibilité avec la mission d'auditeur. Deuxième incompatibilité, eh bien, lien de participation dans le capital de l'entreprise. Je ne peux pas être actionnaire et en même temps avoir des actions dans le capital et en même temps être auditeur. D'accord? C'est pas possible. Donc, il faut être détaché de l'entreprise. Il faut avoir aucun lien de participation avec l'entreprise. Troisième situation, je ne dois pas avoir un lien d'intérêt ou un lien d'intéressement par une rémunération par rapport à la mission d'audit. Vous vous rappelez, on avait vu ensemble un cas pratique en matière de respect des normes liées, donc des normes d'audit. Et on avait vu dans ce cas la société ou le cabinet Barmaki, si je me rappelle. Donc on avait vu que justement l'auditeur a accepté la mission en contrepartie d'une rémunération. Si jamais il donne la certification à l'entreprise, il va obtenir une prime. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle lien d'intérêt ou lien d'intéressement. On l'a déjà vu ensemble. Et puis, dernière incompatibilité, c'est que l'auditeur ne peut pas mener une mission d'audit et en même temps tenir la comptabilité. Donc, vous savez, il y a certaines entreprises qui n'ont pas de comptable à l'intérieur de l'entreprise, mais qui confient la tenue comptable à un cabinet, un petit ou un moyen cabinet qui va se charger de la comptabilité. D'accord? Eh bien, si ce même cabinet a la possibilité de faire des missions d'audit, eh bien, il n'a pas le droit de faire la mission d'audit à cette même entreprise, donc à laquelle il offre le service donc de tenue comptable. Donc, on ne peut pas être teneur de comptabilité et en même temps auditeur. Donc, voilà les 4 situations qui rentrent dans la norme d'indépendance et plus précisément en termes d'incompatibilité avec la mission d'audit. Donc, vous avez remarqué, pour chaque réponse, il fallait faire attention aux mots-clés pour présenter la bonne réponse, d'accord? Ça, c'était la réponse par rapport aux questions de cours. Maintenant, nous passons au cas numéro 1. Donc là aussi, l'astuce que je vais vous demander, c'est maintenant, on va lire pas en diagonale, pas de manière générale, mais on va lire mot par mot le cas que nous avons en main. Donc, cas numéro 1, la société anonyme EGM veut instaurer des procédures pour minimiser les risques de complaisance éventuels et clarifier les attributions de chaque employé. Lors de la mission, vous êtes intéressé aux tâches accomplies par 3 salariés de la société anonyme. Donc, en lisant ces 2 phrases, je vais comprendre immédiatement que dans ce cas, puisque je suis amenée à donc clarifier les attributions parce que la société elle a pour objectif d'instaurer des procédures internes, de clarifier les attributions et vous êtes intéressé aux tâches accomplies, eh bien on parle de système de contrôle interne. Plus précisément, on va parler cette fois-ci d'incompatibilité, mais pas l'incompatibilité en matière de normes de l'auditeur, mais incompatibilité en matière de fonction. Ce qu'on appelle la séparation des tâches à l'intérieur donc de l'entreprise. D'accord? Ne pas mélanger, s'il vous plaît, les termes. Quand on est en train d'étudier ou d'analyser les procédures internes de l'entreprise, on va analyser les tâches. Première chose qu'on fait, premier réflexe, c'est qu'on va s'assurer de la séparation des tâches. Là aussi, on parle d'incompatibilité de fonction, mais dans le poste, à l'intérieur du poste, d'accord? Incompatibilité à l'intérieur d'un même poste. Ça veut dire un trésorier ne peut pas faire quand je dis trésorier, il a des chèques, il a des ordres de virement, il a de l'argent en caisse et il ne peut pas faire, en plus de cette fonction, faire une fonction de négociation avec les clients, négociation avec les fournisseurs, contrôle des comptes, etc.
Vous avez remarqué? Donc c'est cette incompatibilité dont je parle. Donc à l'intérieur d'une fonction ou d'un poste, il faut éviter l'accumulation de plusieurs fonctions. Eh bien, il y a une règle dans ce sens. Donc là, j'ai pas encore lu la suite, mais il faut que j'ai ces éléments en tête, hein. Dès que je lis les 2 premières phrases, je dois penser à la séparation des tâches. Je dois penser que, je sais très bien que la règle en matière de séparation des tâches, il faut séparer entre la fonction de décision, la fonction d'enregistrement, la fonction de détention et la fonction de décision, de contrôle, pardon. Donc 4 fonctions que je ne dois pas avoir dans un même poste, chez un même employé. Donc ça, c'est la première règle que je vais avoir en tête. Maintenant, je lis la suite. À la question, quelles sont vos attributions? Vous avez recueilli les renseignements suivants. Donc, vous avez, à la question, ça veut dire, vous avez posé la question à 3 salariés, vous leur avez dit, quelles sont vos attributions? Ça veut dire, quelles sont vos tâches? Attribution, ça signifie les tâches. Quelles sont vos fonctions? Eh bien, vous avez recueilli pour chaque personne les éléments suivants. Monsieur Traboulsi, directeur commercial, il vous a donné ses tâches. Madame Tahiri, également, elle a énuméré ses tâches. Et un monsieur Lamine, trésorier, il vous a donné ses tâches. Donc, travail à faire, établir la grille des fonctions pour chaque employé. Donc, la grille des fonctions, c'est la grille, ce qu'on appelle la grille de séparation des tâches. Vérifier chaque tâche correspond à quel type de fonction. C'est ça, la grille des fonctions. On va la voir. Deuxième question, relever les incompatibilités des tâches accomplies. Donc ça, c'est une question auquel je dois m'attendre normalement. Si je fais la grille, je dois analyser cette grille. Ça veut dire, en regardant, suite à l'établissement de cette grille, je vais détecter est-ce qu'il y a justement séparation ou non séparation des tâches pour chaque employé. Donc c'est ça l'utilité de la grille, sinon j'ai pas besoin de la faire. Donc je fais la grille pour justement l'analyser et relever s'il y a des incompatibilités. C'est l'objet de la deuxième question. Bien sûr, s'il y a des incompatibilités, ça me ramène à la troisième question, préciser les risques éventuels. J'ai des incompatibilités, eh bien il y a un risque. Avant de faire la suite de la correction, sachez qu'en matière de séparation des tâches, d'accord, pourquoi on exige la séparation des tâches en matière de contrôle interne dans les procédures internes de l'entreprise? Tout simplement pour éviter le risque de détournement de fonds. Ça, c'est le risque général. Ensuite, on va voir les risques spécifiques. Le risque général, c'est le détournement de fonds. Parce que quand vous donnez plusieurs fonctions à la même personne, cette même personne va essayer de manipuler tous les éléments qu'elle a en main pour faire en sorte que tout va comme elle veut. Et elle peut éventuellement faire des détournements. Il peut y avoir un vol, n'est-ce pas? Il peut y avoir des manipulations comptables dans l'intérêt donc de cette personne. Elle a tout en main, donc elle peut tout maquiller, elle peut tout changer en sa faveur. Donc c'est pourquoi on demande toujours la séparation des tâches en matière de gestion de contrôle interne au sein de l'entreprise. D'accord? Pour justement éviter le risque de détournement de fonds. Ça, c'est le risque général. Après, on va voir les risques spécifiques. Donc, en réponse au cas donc, numéro 1, regardez. Donc, on a dit première astuce, lecture de l'énoncé. Deuxième, souligner les mots-clés. Donc, clarifier les attributions, instaurer les procédures, on est dans le contrôle interne. Le thème, c'est amélioration du système de contrôle interne, appréciation, vérifier la séparation des tâches. C'est ça l'objectif de ce cas. Donc, première question, la grille des fonctions. On commence par le premier employé. La grille des fonctions, c'est le même modèle, hein, ça ne change pas. Vous avez toujours 5 colonnes, les tâches, et vous avez les 4 fonctions. Fonction décision, fonction détention, fonction enregistrement, fonction contrôle. Et je mets les tâches en ligne et je mets une croix devant chaque tâche. Est-ce qu'il s'agit de la fonction décision, détention, enregistrement ou bien contrôle? Eh bien, regardez pour M. Traboulsi, la première tâche, réception des réclamations des clients. Il s'agit d'une fonction d'enregistrement. Chaque fois que vous entendez le mot réception, je l'ai mis exprès en jaune. Donc ça, c'est le mot-clé qui vous indique la nature de la fonction. Réception, saisie, enregistrement, tout ça, ça rentre dans la fonction d'enregistrement. Donc, d'accord? Comptabilisation aussi, c'est de l'enregistrement, n'est-ce pas? On dit comptabilisation, écriture comptable, enregistrement comptable, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, réception, c'est une fonction d'enregistrement. Négociation des avoirs à accorder aux clients.
Ça signifie que Trabulsi, il négocie, il prend la décision de donner des avoirs ou pas à des clients. Vous savez, les avoirs, c'est des factures qui se font dans le cas où vous accordez une nouvelle réduction commerciale, une nouvelle réduction financière à un client. Donc, le fait de négocier avec les clients, ça veut dire que ça relève d'une décision du monsieur Trabulsi. C'est lui qui décide s'il peut accorder un avoir, une réduction de facture à ce client ou pas. Donc, c'est une fonction de décision. Troisième élément, évaluation des provisions pour créances en souffrance. Donc, vous savez qu'en matière de créances douteuses, eh bien, l'entreprise elle est tenue de faire des provisions, d'estimer la provision. Eh bien, l'évaluation, l'estimation, elle revient à ce monsieur Trabulsi. Eh bien, quand on dit évaluation, ça veut dire que c'est lui qui décide du montant de la provision à constituer. Donc, ça relève d'une fonction de décision. Quatrième élément, établissement des factures d'avoir. Établissement, on a dit des factures d'avoir, c'est donc généralement une fonction d'enregistrement. Donc si ça revient, ça rejoint en quelque sorte la deuxième tâche qui est établissement, qui est négociation des avoirs. Donc si on vous dit établissement des factures d'avoir, on souligne deux mots. Donc établissement, c'est un enregistrement. D'accord. Les factures avoir, c'est une décision parce que pour faire des factures avoir, ça relève d'une décision, d'accord, pour choisir tel ou tel client. Dernière tâche, décision de maintien ou d'abandon des créances, d'accord, pour décider est-ce que je garde une créance ou bien je l'annule parce qu'elle est totalement irrécouvrable. Eh bien, c'est une décision, c'est un mot qui est clairement, donc le mot clé, c'est décision, donc c'est une fonction de décision, n'est-ce pas? Donc, on va voir deuxième grille, c'est la grille de Madame Tahiri. Donc, Madame Tahiri, on vous dit, c'est la personne ou l'employé qui est chargé des achats, d'accord? Eh bien, cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la réception des factures. Donc, réception, on a dit enregistrement. Comptabilisation des factures. Comptabilisation, on a dit enregistrement. Détention des carnets de chèques et établissement des ordres de virement. Détention des carnets de chèques, donc détention, c'est une fonction de détention, d'accord? Détention, c'est tout ce qui est, c'est quand un employé possède des valeurs, d'accord? Soit des biens, soit de l'argent. Vous vous rappelez, on a dit le magasinier, il fait également une fonction de détention, il détient le stock. C'est lui qui est chargé de stock, d'accord? Quand on dit détention, c'est pas uniquement les valeurs, donc les valeurs, je dirais, c'est pas uniquement de l'argent, c'est pas uniquement les valeurs financières, mais également les biens, les valeurs physiques, les éléments physiques. Donc, établissement, donc on a dit détention des carnets et établissement des ordres de paiement. Établissement, c'est enregistrement. Donc, détention et établissement, donc pour la même tâche, on a deux fonctions. Établissement des réclamations à adresser aux fournisseurs. Établissement, c'est toujours dans l'enregistrement. Contrôle des bons de réception reçus des fournisseurs. Contrôle, c'est une fonction de contrôle. Donc, le mot, il est clair. Maintenant, troisième grille, c'est celle de Monsieur Lamine qui est le trésorier. On vous dit, la première tâche qu'il fait, c'est détenir les carnets de chèques et établissement des chèques et des ordres de virement. Détenir, donc ça vient de détention, donc fonction de détention. Établissement des chèques et des ordres de virement, c'est de l'enregistrement. Donc on a deux fonctions pour cette première tâche. Deuxième, surveiller les soldes en banque. Quand on dit surveiller, ça revient à une fonction de contrôle. Quand on surveille, on s'assure, on vérifie, c'est du contrôle. Décider des crédits à accorder aux clients. Décider, ça vient de décision, fonction de décision. Négocier les crédits à obtenir des fournisseurs. Quand on dit négocier, ça relève toujours de la décision. Je négocie et je prends une décision. Quand je négocie avec quelqu'un, est-ce que je le prends ou je le prends pas? Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Donc négocier, c'est une fonction de décision. Et finalement, effectuer les états de rapprochement bancaire. Le mot-clé, c'est état de rapprochement. Les états de rapprochement, si vous vous rappelez, eh bien c'est une opération très courante en comptabilité générale qu'on fait régulièrement. Tout simplement, il s'agit de rapprocher le solde au niveau du relevé bancaire reçu de la banque avec le solde comptable du compte banque 514. On rapproche le 5141 avec le solde sur le relevé bancaire qu'on a reçu de la banque.
C'est ça le rapprochement bancaire, d'accord? Et quand on fait le rapprochement, c'est une manière de contrôler le solde comptable, le solde banque pour s'assurer est-ce qu'il n'y a pas eu des omissions, il n'y a pas eu d'erreur, etc. Donc rapprochement, ça signifie, ça appartient à une fonction de contrôle. Donc une fois donc là, on a répondu à la première question qui est faire la grille des fonctions. Maintenant, la deuxième question, relever les incompatibilités. On a dit pourquoi on fait déjà la grille, c'est justement pour voir est-ce qu'il y a des incompatibilités. Et en regardant justement la grille, on remarque qu'il y a des incompatibilités. Quand je dis incompatibilité, ça veut dire que je vais voir que la même personne, elle fait plusieurs fonctions. D'accord? Regardez, Monsieur Taraboulsi, il cumule plusieurs fonctions. Donc, il cumule fonction de décision, fonction d'enregistrement. Donc déjà, on a une incompatibilité. D'accord? Incompatibilité, donc il cumule les fonctions de décision et les fonctions d'enregistrement. Là, ça, c'est la première incompatibilité. Deuxième incompatibilité, bien sûr, les incompatibilités, vous allez les citer pour chaque employé, pour chaque grille. Deuxième grille, c'est Madame Taheri. Effectivement, elle aussi, elle cumule trois fonctions. Elle cumule la fonction de détention, elle cumule la fonction d'enregistrement et la fonction de contrôle. Trois fonctions qui sont cumulées. Donc, on est dans l'incompatibilité également. Troisième grille, c'est Monsieur Lamine. Monsieur Lamine, ce dernier, eh bien, il cumule quatre fonctions. Les quatre fonctions dans la grille sont cumulées. Donc, il cumule la fonction de décision, la détention, l'enregistrement et le contrôle. D'accord? Donc, il suffit juste de le dire, hein, tout simplement. C'est pas sorcier. Il suffit de dire que Monsieur Traboulsi cumule des fonctions de décision et d'enregistrement, que Madame Taheri cumule trois types de fonctions parce qu'elle fait ça et ça. Il suffit de reprendre les tâches hein, vous font dire qu'il y a cumul. Pour Monsieur Lamine, il cumule également quatre fonctions. Il détient les moyens, établit les ordres, etc. D'accord? Donc, c'est juste une simple reproduction des éléments que vous avez mis en première question. Vous allez les rédiger pour justement montrer qu'il y a incompatibilité. Maintenant, pour répondre à la troisième question qui sont les risques éventuels, eh bien, l'astuce, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, le risque général qu'il faut savoir, toujours en cas de non-séparation des tâches, c'est le risque de détournement de fonds. Ça, c'est le risque général. Ensuite, il faut citer les risques spécifiques à chaque employé. Si je prends Monsieur Traboulsi, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Traboulsi? On a dit qu'il cumule de décision et d'enregistrement. Il reçoit les réclamations des clients et en même temps, il négocie avec les clients, n'est-ce pas? Et il négocie avec les clients, il évalue également, il établit les factures d'avoir, il décide de garder ou de supprimer une créance. Donc, ça signifie qu'il y a le risque de complaisance avec les clients. Donc, il est en relation directe avec les clients, il fait plusieurs opérations qui sont liées aux clients. Donc, il peut y avoir des risques de complaisance. Quand je dis complaisance, c'est faire justement des actions au profit d'une autre personne, dans l'intérêt d'une autre personne, donc bien sûr en contrepartie d'une rémunération, ça c'est clair, d'accord? Donc pour Madame Taheri, eh bien le risque, on va voir sa grille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit les factures fournisseurs, elle détient les carnets de chèques, elle établit les réclamations adressées aux fournisseurs, elle contrôle les bons de réception, donc vous allez remarquer, elle fait pratiquement toutes les opérations qui sont liées aux fournisseurs. Donc le risque, c'est qu'il y ait un risque de complaisance, d'accord, avec les fournisseurs justement, d'accord? Pour la troisième personne, qui est le trésorier, eh bien cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il détient les carnets de chèques, il surveille les soldes de compte, il établit les ordres de virement à adresser aux fournisseurs, il négocie les crédits avec les clients et il décide également des crédits avec les fournisseurs. Donc là, pour le trésorier, le risque, il est double. Il est en relation avec les fournisseurs et les clients. Il fait des opérations qui sont liées aux fournisseurs et qui sont liées aux clients. Donc, il peut manipuler, manipuler tout simplement et faire avoir des complaisances avec les clients et également avec les fournisseurs. D'accord? Et donc, bien sûr, pour les trois salariés, le risque commun, c'est le risque de détournement de fonds et le risque de vol. N'est-ce pas?
Donc ça, c'était la réponse, la réponse aux trois questions du cas numéro un qui était relatif à la séparation donc des tâches, plus précisément l'évaluation ou l'appréciation du contrôle interne. Maintenant, nous arrivons à la correction du cas numéro 2. Donc on va aller le lire ensemble. Donc, cas numéro 2 qui commence la première page et se poursuit dans la deuxième. Donc, pour s'assurer de la bonne évaluation des immobilisations de la société, là aussi l'astuce, il faut bien lire le cas de A à Z. Il faut lire tout le cas d'abord et ensuite aller répondre aux questions. Donc, pour s'assurer de la bonne évaluation, le poste matériel informatique a été sélectionné par l'auditeur. Donc, l'astuce ou l'élément à souligner ici, c'est qu'on va parler de l'immobilisation, plus précisément le matériel informatique. Donc, c'est le compte matériel informatique qu'on va devoir contrôler. Vous êtes désigné pour cette mission, vous avez réuni les renseignements suivants. D'accord? Pour s'assurer de l'évaluation, donc on est dans le contrôle des comptes. On n'est plus dans le contrôle interne, on est entré dans le contrôle des comptes, précisément le contrôle du compte matériel informatique, le 2355. On vous dit un test de vérification de la comptabilité a été effectué. Il a permis de relever les soldes suivants au 31/12N après inventaire. Donc, un petit test de la comptabilité vous a permis de relever que le compte 2355 matériel informatique révèle une valeur brute au débit, bien sûr, parce que c'est un compte débiteur, 242 700 dirhams, que le cumul des amortissements figurant au crédit du compte 28 355, donc qui est amortissement cumulé matériel informatique 187 725. Ce montant, on vous dit que ce montant englobe les dotations des amortissements de l'exercice N. Même si on vous le dit pas, même si on vous dit pas que ce cumul d'amortissements englobe les dotations aux amortissements, il fallait le deviner. Pourquoi? Parce que dans la première phrase, on vous dit qu'il a permis de relever les soldes au 31/12 après inventaire. Et après inventaire, vous savez que les dotations sont déjà donc incluses ou incluses. Donc, quand on dit après inventaire, il y a déjà les écritures d'inventaire. Et les amortissements sont des écritures d'inventaire, n'est-ce pas? Les provisions sont des écritures d'inventaire. Donc, si on vous dit après inventaire, ça veut dire que les éléments de dotation sont déjà inclus. Pas la peine qu'on vous le dit après, d'accord? Mais quand même, là, on vous a rappelé que le montant englobe les dotations. Donc, comme ça, pour ceux qui n'ont pas fait attention à cet élément après inventaire. Donc, ça, c'est un mot-clé après inventaire. Donc, c'est un mot-clé à souligner. Ensuite, on vous dit recensement du parc informatique, d'accord? Le recensement, quand on dit recensement, c'est quoi? Recenser, c'est compter, le comptage. Et le comptage, ça fait partie de ce qu'on appelle l'inventaire physique, d'accord? Quand on fait le comptage, ça concerne l'inventaire physique, que ce soit des immobilisations ou des stocks, d'accord? Quand on dit recensement, c'est quand on compte en quantité pour vérifier donc l'existant au sein de l'entreprise. Eh bien, suite à ce recensement, on vous dit que on a recensé d'abord 4 ordinateurs acquis le 1,10 N-8, le coût global. 6 ordinateurs acquis le 1,4 N-5, on vous donne le coût global. 8 ordinateurs acquis en N-4, on vous donne le coût. Et on vous dit 2 ordinateurs acquis le N9N, comptabilisés en hors taxe à 15 000. D'accord. Et on vous dit en bas, la facture relative à l'acquisition des 2 ordinateurs reçus le 1,9N, on parle de la quatrième catégorie d'ordinateurs qu'on vient de citer. Donc les 15 000, on vous donne la facture. Eh bien, dans la facture, regardez, on a le prix catalogue, ça veut dire le prix de ces ordinateurs, quantité 2, le prix 6 500 dirhams, 13 000. On a également encre pour imprimante, 500. Et on a papier pour duplication et photocopie, 1500 dirhams. Total hors taxe, 15 000. Donc 15 000, c'est ce qui a été comptabilisé. Mais on sait très bien, nous, que pour que un élément soit comptabilisé en immobilisation, il faut qu'il s'agisse réellement d'une immobilisation. Mais dans cette facture, on remarque qu'il y a de l'encre pour imprimante. L'encre, c'est pas une immobilisation. C'est une fourniture de bureau, ce qu'on appelle les fournitures d'impression. D'accord? Papier pour duplication, photocopie également. C'est des fournitures de bureau. Les papiers utilisés, c'est des fournitures. Et les fournitures, c'est pas des immobilisations, c'est des charges. N'est-ce pas? Donc, première erreur que je dois souligner là, c'est qu'au niveau des 15 000, des 2 ordinateurs, au niveau des 15 000, le coût enregistré ou comptabilisé, il est faux. Il est erroné. Il fallait
enregistrer les deux ordinateurs uniquement à 13 000 dirhams hors taxe et non pas 15 000. Il fallait enlever l'encre et enlever le montant des papiers, n'est-ce pas? Donc ça, c'est une chose à souligner. Ensuite, on vous dit la consultation du fichier des ordinateurs a permis de relever les informations suivantes. Donc le fichier des ordinateurs qui est détenu très souvent par par le comptable lui-même, eh bien on vous dit il y a 21 ordinateurs qui ont été acquis par l'entreprise. 21. On va immédiatement, j'ai 21 ordinateurs sur le fichier du comptable, on va aller voir le recensement, ce qu'on a compté. Premier réflexe que je dois avoir en tant qu'auditeur, c'est rapprocher les deux montants. J'ai 21 ordinateurs dans le fichier donc des ordinateurs, et dans le recensement, j'ai 4 plus 6, ça fait 10, plus 8, ça fait 18, plus 2, ça fait 20. Donc il y a déjà une première différence. J'ai 20 ordinateurs au moment, donc suite au recensement, au comptage, l'inventaire physique, et j'ai 21 dans le fichier tenu par le comptable, le fichier des ordinateurs. Donc voilà, deuxième élément à souligner. L'amortissement appliqué à l'ensemble du parc informatique a été calculé au taux de 15%. Pourquoi on vous communique le taux d'amortissement? Tout simplement parce que si jamais on retrouve des erreurs au niveau du compte 2355, qui est le compte matériel informatique, automatiquement l'amortissement correspondant va être impacté. Ça veut dire le compte cumul d'amortissement, il va être impacté en raison de la modification du compte matériel informatique. Il faut toujours lier les deux éléments. Ils sont très liés. Si j'ai une différence au niveau du compte matériel informatique, j'aurai certainement une différence au niveau du compte amortissement cumulé. L'observation physique à laquelle vous avez participé a permis de relever les renseignements suivants. Donc là, on vous communique la suite des données relatives à l'observation physique. Un ordinateur est en réparation à l'extérieur de l'entreprise. Son coût est de 7200, il a été acquis le 1,4N-1. Donc on vous dit qu'un ordinateur, il appartient à l'entreprise, mais il est en réparation. C'est pourquoi, voilà la réponse à la première différence à la deuxième différence qu'on a soulignée. On avait 21 ordinateurs au niveau du fichier, 20 ordinateurs qu'on a recensés. On a dit la différence, elle est d'un ordinateur. Ça veut dire que dans le fichier, j'ai un ordinateur qui réellement, je ne l'ai pas vu. Eh bien, l'explication, pourquoi je ne l'ai pas vu? Parce qu'il est en réparation à l'extérieur de l'entreprise, tout simplement. Mais il appartient à l'entreprise, n'est-ce pas? Donc, c'est un ordinateur qui appartient réellement à l'entreprise, mais il a été transféré ailleurs juste pour réparation et après, on va le ramener à l'entreprise. Donc, il est toujours propriété de l'entreprise. Deuxième élément qu'on a souligné également, ou qu'on a relevé, c'est qu'un ordinateur des 4 qui ont été acquis le 110N-8, le 110N-8, j'avais 4 ordinateurs, regardez, coût global 63 700. Un ordinateur parmi ces 4 est mis hors service le 28.3N, qui est l'exercice qu'on est en train d'auditer, en N. Il a été mis en service. Quand je dis mise hors service, pardon, ça veut dire qu'il est plus fonctionnel au sein de l'entreprise. On l'a écarté, n'est-ce pas? Et on vous dit que le procès-verbal de la direction générale n'a pas été remis à la direction financière de l'entreprise. Voilà l'explication. Donc, un ordinateur des 4 n'a pas été mis hors service, mais n'a pas été enlevé pour le recensement. Donc, il figure toujours dans les 63 700. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu mise hors service. On a fait un PV de mise en service. Quand on dit PV, ça veut dire c'est la décision qu'on écarte cet ordinateur. C'est une décision. Donc, on l'a écarté, on a fait une décision. Normalement, si je reçois la décision, moi, comptable, je dois sortir cet ordinateur de mon actif. Mais on vous dit que la direction générale n'a pas remis le PV à la direction financière. Donc, elle n'a pas remis. La direction financière n'a jamais su qu'il y a eu hors service de cet ordinateur. Donc, l'ordinateur figure toujours dans l'actif. Donc, pour corriger, donc une fois que je reçois le PV, je dois sortir cet ordinateur des immobilisations de l'entreprise. Aucune écriture n'a été constatée, donc on vous confirme que effectivement on n'a pas constaté la sortie. L'écriture dont on parle, c'est la sortie. On n'a pas constaté aucune écriture parce qu'on n'a pas reçu de PV. On n'est même pas au courant, donc l'ordinateur, il est toujours dans l'actif, aucun problème. Quand on dit il est toujours dans l'actif, ça signifie qu'il est toujours là,
au niveau des immobilisations et même les amortissements cumulés comprennent toujours donc les amortissements cumulés de cet ordinateur, n'est-ce pas? Et on vous précise, on vous rappelle qu'il a été acquis le N10N. D'ailleurs, on vous l'a dit au départ, un ordinateur des 4 qui ont été acquis le N10N-8. Donc, pourquoi on vous rappelle la date d'acquisition? Pour voir justement les amortissements cumulés. Est-ce que cet ordinateur, il est déjà amorti? Donc, les amortissements cumulés de cet ordinateur correspondent à sa valeur d'origine, n'est-ce pas? Pour régulariser sa sortie. Ou bien, est-ce que l'amortissement il est toujours en cours? Donc, je dois calculer pour la sortie de cette immobilisation, calculer la VNA. Parce que la VNA, on doit l'enregistrer dans le cas où l'immobilisation elle est toujours en cours d'amortissement. N'est-ce pas? Donc, travail à faire, relever les erreurs à corriger. Donc là, on l'a déjà fait, mais on va voir la correction. Comment présenter vos réponses. Deuxième, préciser les montants à rectifier au niveau du compte matériel, au niveau des amortissements. On a dit ces deux éléments sont liés, même si on vous le dit pas, si on vous dit préciser les montants à rectifier, il faut penser que on va rectifier d'une part le matériel informatique qui est le compte IMO et on va également rectifier le compte amortissement cumulé qui est le compte 28. Ça c'est très logique. Et puis on vous dit les liasses ne sont pas encore des télédéclarées. Juste pour vous dire qu'on a encore le temps de faire les rectifications. Donc, ce n'est pas un élément qui va impacter votre réponse. Troisième élément, proposer les écritures pour corriger les erreurs. Donc, bien sûr, il faut proposer des écritures comptables pour justement rectifier les erreurs donc qui ont été faites. Et bien sûr, les écritures vont être là on vous oriente, hein, on vous aide en quelque sorte. Normalement, on ne devrait pas vous donner 2 points, correction de l'évaluation des 2 ordinateurs, régularisation de la sortie, correction des amortissements. On n'a pas besoin de vous le dire. Il faut le deviner. On a dit chaque fois qu'on relève une erreur, il faut penser au montant à rectifier, il faut penser aux écritures comptables à faire, d'accord? Mais quand même, on vous a orienté, donc c'est une façon de vous auto-contrôler que vous avez bien relevé vous avez relevé les bons éléments et que vous avez proposé les bonnes écritures, n'est-ce pas? Donc maintenant, on va voir ensemble donc la correction. Donc, on a dit pour le cas numéro 2, il faut la lecture de tout le cas et des questions, définir l'élément audité qui est le matériel informatique. Donc, première question, les erreurs relevées. Bien sûr, première, c'est non-conformité des montants entre la comptabilité et l'inventaire physique. L'inventaire physique qui est l'observation et le recensement. Donc, montant au niveau du matériel informatique, le montant au début du compte de 23,55, il est de 242 700. Par contre, le montant qui découle de l'inventaire physique, on va voir le recensement et on va voir les renseignements de l'observation physique. D'accord? 2 paragraphes. Le recensement, il était dans le paragraphe, dans le début du cas, et on avait le complément à propos des renseignements à propos de l'observation physique qui était au milieu du cas. Donc, il faut voir les deux. Donc, on avait 4 ordinateurs, acquis le indice N-8. Il fallait suite à l'observation, on vous dit qu'un ordinateur est mis hors service. Donc, il faut le diminuer. Donc, suite au recensement, la réelle valeur qui reste, c'est 3 ordinateurs uniquement pour 57 700. Donc, on avait 63 700. Il fallait enlever 6 000 de l'ordinateur qui est mis hors service. Donc, d'accord, dont le PV n'a pas été transmis. Donc, 57 700. 6 ordinateurs acquis en N-5, 66 000, j'ai pas d'indication. 8 ordinateurs acquis en N-4, valeur 98 000. 2 ordinateurs, oui, les 2 ordinateurs pour lesquels on vous a communiqué leur facture, il fallait rectifier, il fallait enlever ou soustraire ou diminuer le montant de la charge de l'encre et du papier. Si vous faites la totalité de l'encre et du papier, ça fait 2000. Donc 15 000, c'est le montant ou le coût comptabilisé. Il fallait enlever 2000 pour avoir les 13 000. D'accord? Et puis, un ordinateur qui appartient à l'entreprise, mais qui a été transféré en dehors de l'entreprise uniquement pour réparation et après on va le ramener, donc qui représente un coût de 7200. Donc le montant suite à l'observation physique, et au recensement, c'est 57 700, plus 66 000, plus 98 000, plus 13 000, plus 7 200. Ça me fait un total de 241 900. Donc, la valeur réelle
du compte 2355 matériel informatique, c'est 241 900. Alors que nous, on a retrouvé dans la comptabilité après inventaire 242 700. Donc, il y a une différence donc qu'on va rectifier et justifier pour l'expliquer tout à l'heure. Deuxième erreur relevée, c'est au niveau des amortissements. On a dit chaque fois qu'il y a une erreur au niveau du compte 2355, automatiquement il va y avoir une erreur et un impact sur le compte amortissement cumulé. Donc l'amortissement comptabilisé montant du crédit 28 355, c'était 187 525. N'est-ce pas? Et le montant découlant de l'inventaire physique, on va faire les calculs selon les valeurs retenues ci-dessus. Ça veut dire les valeurs qu'on vient de calculer ici. D'accord? Regardez, j'ai préféré donc mettre ça en tableau juste pour vous expliquer. Donc, pour chaque catégorie qu'on a recensée, les éléments qu'on a recensés suite à l'inventaire physique, j'ai rappelé ici la valeur d'origine. Donc, rappelez-vous, pour la première catégorie, on avait uniquement 3 ordinateurs et non pas 4. On a enlevé l'ordinateur mis hors service. Il nous reste une valeur de 57 700, n'est-ce pas? C'est des ordinateurs acquis en N-8, ça signifie qu'ils sont déjà amortis parce que le taux d'amortissement il est de 15%. Ça veut dire la durée d'amortissement elle est de 6,6 ans, donc 6,6 ans, donc 6,67 pratiquement. Donc ces ordinateurs sont déjà amortis. Ça veut dire le cumul d'amortissement, le montant d'amortissement 28 355, il est égal à la valeur d'origine, 57 700. Donc, d'accord? Donc, là, regardez, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai enlevé du compte 6000 dirhams et je dois enlever du cumul d'amortissement 6000 dirhams. Regardez là, en même temps, on va voir, on va recalculer les amortissements de tous les ordinateurs et par la suite, on va voir les montants à rectifier. Deuxième catégorie, les 6 ordinateurs acquis en N-5, il n'y a pas de problème, c'est 66 000. On va garder 66 000 fois 15% fois 5 ans, donc c'est 5 ans et 9 mois, donc 5,75. Ça me fait un amortissement cumulé de 56 925. Pour les 8 ordinateurs acquis en N-4, donc la valeur était de 98 000. L'amortissement cumulé, c'est 98 000 fois 15% fois 4 ans et 6 mois. Ça fait 4,5. 4 ans et demi. Donc 4 ans et 6 mois, c'est 4 ans et demi. Donc ça me fait un cumul d'amortissement de 66 150. Ensuite, les 2 ordinateurs, on a rectifié la valeur d'origine, ce n'est plus 15 000, mais c'est 13 000. Donc l'amortissement cumulé, c'est 13 000 fois 15%. Là, on a un prorata temporis puisque les ordinateurs ont été acquis le N9N, donc j'ai 4 mois d'utilisation, donc uniquement. Donc cumul d'amortissement, 650 dirhams. Et puis, un ordinateur qui a été envoyé pour réparation, donc il appartient à l'entreprise. Il faut calculer donc l'amortissement cumulé, 7200 fois 15% fois 1,75. Donc, c'est 1 an et 9 mois parce qu'il a été acquis en N-1. Donc, ça fait 1890. Donc, le total de cumul d'amortissement réel ou correct, c'est 183 315. Mais nous, on a retrouvé en comptabilité 187 525. Donc, la différence, l'écart qui est de 4210, on va voir le détail de cet écart. Parce qu'il y a des choses à ajouter, des choses à diminuer. Donc, on va voir le détail de cet écart. Donc, et justement, le détail de cet écart, c'est ce qui va nous ramener au montant à rectifier. Donc, déjà, au niveau des valeurs d'origine, vous vous rappelez, on avait en comptabilité 242 700 et on a recorrigé 241 900. Donc, la différence de 800. On va expliquer cet écart ou quels sont les montants à rectifier. D'abord, un ordinateur déjà amorti, il est mis hors service, le 28.3N. Donc, il faut le supprimer de la comptabilité de 6000 dirhams. Donc, il faut créditer le compte matériel informatique 23,55 pour 6000. N'est-ce pas? En même temps, n'est-ce pas? Puisque l'ordinateur, il est mis hors service, donc sorti de l'ordinateur pour 6000, on l'a déjà sorti, crédit de 6000, et annuler les amortissements cumulés puisqu'il est déjà amorti. Donc, on va débiter le compte 28 355, c'est un compte créditeur. Donc, pour l'annuler, il faut le débiter pour 6000 dirhams, qui est le coût total de l'ordinateur hors service. Donc, puisqu'il est déjà amorti, donc la valeur d'origine de cet ordinateur hors service égale l'amortissement cumulé de cet ordinateur.
Deuxième montant à rectifier, eh bien l'ordinateur qui est en réparation, donc qui est à l'extérieur donc de l'entreprise. Donc cet ordinateur ne figure plus dans la comptabilité, donc il faut le ramener en actif, donc on débite le compte 23,55 pour 7200. En même temps, il faut se rappeler que la dotation de l'ordinateur réparé, donc de l'exercice N, parce que en N, il n'était pas présent au sein de l'entreprise, donc la dotation n'a pas été calculée. Donc ce qui manque, c'est la dotation dans le compte amortissement cumulé. On a uniquement l'amortissement de N-1 parce que l'ordinateur en réparation, il a été acquis en N-1. Donc l'amortissement cumulé que j'ai juste de N-1 et j'ai pas la dotation de N. Parce que le comptable a supposé que l'ordinateur n'existe plus, donc je ne vais pas calculer la dotation, alors qu'il fallait la calculer. Cette dotation de l'ordinateur réparé, elle est de 1890. C'est l'amortissement cumulé qu'on a calculé tout à l'heure. Donc 7200 fois 15 fois 1,75. Troisième rectification, c'est les valeurs des ordinateurs qui sont acquis en N et dont la valeur d'origine doit être corrigée. Donc, on les a déjà inclus dans l'actif pour une valeur de 15 000, alors qu'il fallait uniquement les mettre pour 13 000. Donc, il faut diminuer le compte 23,55, donc créditer 23,55 pour 2 000 et débiter plutôt charge, donc achat de fourniture de bureau pour 2 000. En même temps, donc il faut corriger les amortissements de ces deux ordinateurs. Ça veut dire autrement dit, j'avais déjà calculé les amortissements cumulés sur la base de 15 000, mais moi, il fallait uniquement que j'enregistre les amortissements sur la base de 13 000. Donc il faut diminuer les amortissements de la différence entre le calcul d'amortissement sur 15 000 et le calcul d'amortissement sur 13 000. Ça me fait une différence de 100 dirhams. Donc si vous calculez l'amortissement sur la base de 13 000, ça vous donne 650. Si vous calculez la base d'amortissement sur 15 000, ça vous donne 750. Donc il faut débiter le compte 28 pour 100 dirhams. Donc maintenant, je vais traduire ces rectifications en écriture comptable. En respectant les trois points qu'on vous a demandé en écriture, d'abord correction de l'évaluation des deux ordinateurs qui sont acquis en N. Donc pour les corriger, donc je vais créditer matériel informatique pour 2000, d'accord? Parce que leur valeur, elle est uniquement de 13 000, donc il faut diminuer 2000 parce que au départ, je les avais comptabilisés pour 15 000. Donc pour retomber dans les 13 000, donc j'avais déjà 15 000, je vais créditer 2000 et comme ça, j'obtiens les 13 000. Vous avez compris? Donc, on fait des régularisations. D'accord? On fait pas la comptabilisation pour la première fois. Donc, quand on a déjà comptabilisé 15 000, maintenant, pour rectifier, je vais enlever 2 000. Contrepartie, on a dit débiter le compte charge parce que les 2 000, ça correspond à des charges, des achats de fourniture de bureau. Deuxième élément ou deuxième écriture, c'est la correction de l'amortissement cumulé de ces deux ordinateurs. D'accord? Donc, automatiquement, je dois diminuer l'amortissement par l'amortissement correspondant à ces 2000 que je viens de diminuer donc dans la première écriture. Donc, amortissement matériel informatique, contrepartie, c'est la dotation, donc 100 dirhams. Je dois diminuer mes amortissements de 100 dirhams. D'accord? Ensuite, troisième écriture, je dois régulariser la sortie de l'ordinateur qui est mis hors service. On a donc mis hors service, ça veut dire une sortie, et on a dit que cet ordinateur, il est déjà amorti. Donc, on va avoir la sortie se traduit par un crédit du compte matériel informatique et le débit, normalement, d'amortissement cumulé et de la VNA. Puisque l'ordinateur est déjà amorti, donc la VNA égale 0. Donc, j'aurai uniquement amortissement cumulé de matériel informatique pour 6 000, matériel informatique sorti pour 6 000. Et finalement, je dois corriger l'amortissement de l'ordinateur qui est en réparation. Donc, l'ordinateur qui est en réparation, il faut calculer, il faut enregistrer la dotation d'exploitation des immobilisations corporelles ou l'amortissement cumulé correspondant donc à cet ordinateur qui appartient toujours à l'entreprise. Et on a déjà calculé l'amortissement tout à l'heure qui est 1890. Donc on va débiter le compte dotation et on va créditer le compte amortissement du matériel informatique pour 1890.
Donc là, c'était la correction de l'examen d'audit rattrapage 2016-2017. J'espère que ça a été clair. Je vous invite maintenant à revoir et à refaire le cas et bien évidemment à poser vos questions en commentaire si vous avez des questions. Merci pour votre attention.